Solène Niederkorn vous propose FinScale, un éclairage sur l'innovation dans le monde de la finance, de la banque et de l'assurance. Le capital risque dans le New Space. Pierre Festal, partenaire chez Promise Ventures. L'industrie spatiale, c'est une industrie aujourd'hui qui pèse à peu près 350 milliards de dollars, avec une croissance qui est plus ou moins en ligne avec la croissance du PIB depuis un certain nombre d'années. Donc c'est une industrie où il n'y a pas eu énormément d'innovation jusqu'à il y a à peu près 20 ans, et vraiment l'arrivée de SpaceX qui a été un peu le nouvel entrant, qui a un peu secoué le cocotier des acteurs historiques de l'industrie. Vici depuis une vingtaine d'années, Pierre revient sur son expérience personnelle et nous fait une belle rétrospective sur ces acteurs incontournables de l'innovation et les enseignements que ce dernier a tirés de certaines crises passées. Nous explorons au travers de l'aventure de Promise Ventures le New Space et la Deep Tech. Un épisode passionnant qui nous plonge dans un secteur où le capital risque prend tout son sens. Avec la percée de SpaceX dans les activités de lanceurs et le développement de nombreuses technologies sous-jacentes, la filière s'est enrichie d'une myriade de nouveaux acteurs sur toute la chaîne de valeur, dans le software, les machines, les satellites, le mining, les capteurs ou encore dans la donnée. Nous revenons sur les challenges de la Deep Tech et de ses startups, et notamment sur les sujets d'écologie, et également sur la manière dont les acteurs en place, comme Ariane ou SES, collaborent avec ces nouvelles sociétés. Nous comprenons aussi à quel point la collaboration des agences spatiales et des gouvernements permet d'accélérer l'innovation dans ce secteur qui nécessite un fort apport de capitaux. Vous n'échapperez pas non plus à la réglementation, car nous faisons un petit stop sur les notions de propriété dans l'espace. Nous faisons enfin un zoom sur le portefeuille de Promise Ventures et notamment 2 sociétés en Europe, Beta Exploration et Fernride. Bonne écoute à tous! Bonjour à tous. Bonjour Pierre. Bonjour Solène. Hyper contente de t'accueillir dans ce café que j'adore, dans lequel j'aime bien squatter, qui a la gentillesse de nous accueillir pour enregistrer cet épisode sur Promise Ventures. Est-ce que, s'il te plaît, tu pourrais avant tout te présenter et alors nous faire un petit rewind, parce que tu es un des plus anciens VC, tu es très jeune, mais tu es un des plus anciens VC que je connaisse. Tu es dans le secteur et l'industrie du VC depuis une vingtaine d'années, et que tu nous expliques un petit peu comment tout ceci a évolué, si ça te va. Oui, absolument. Écoute, déjà, merci de m'avoir invité. C'est mon premier podcast, donc j'espère que je vais pouvoir parler à peu près correctement de qui je suis et ce que je fais. Alors, je suis Pierre, français. Je suis dans le capital risque depuis la grande majorité de ma carrière. Donc, ça va faire 17 ans au mois de septembre. J'ai toujours été intéressé par la technologie, l'intersection de l'innovation et de la finance. Et donc, ça m'a naturellement fait me diriger vers l'industrie du capital risque qui, effectivement, quand j'ai commencé à l'époque, en 2004-2005, en Europe, à Londres en particulier, était complètement différente de ce qu'elle est aujourd'hui. Beaucoup plus petite, beaucoup moins structurée, en croissance, mais aussi, à l'époque, était encore en train de se relever de la crise de 2000, l'explosion de la bulle Internet et télécom. Donc, j'ai un background en ingénierie et en finance. J'ai commencé ma carrière à Londres, dans une banque d'investissement où je m'occupais de conseiller des sociétés, donc beaucoup de start-up, de sociétés en développement, dans le secteur de la technologie en général, avec quelques spécialisations dans tout ce qui était hardware, comms equipment, semi-conducteurs. Et je conseillais beaucoup de sociétés qui étaient en partie possédées par des fonds d'investissement, que ce soit des fonds de capital risque ou des fonds de capital développement, ce qui m'a permis d'interfacer avec les investisseurs et avec ces fonds et m'a donné le goût pour le métier. J'ai commencé côté investisseur en 2005 au bureau de Londres d'Atlas Ventures, qui à l'époque était un des gros acteurs du marché en Europe, avec aussi une présence assez importante aux États-Unis. Là-bas, je me suis vraiment fait au métier. J'ai appris le métier, où je sourçais des investissements. J'ai essayé de closer ces investissements avec un petit peu moins d'accent sur toute la partie portefeuille. Mais j'ai vraiment appris le business de professionnels à l'époque qui étaient jeunes partenaires dans la structure
qui depuis sont devenus des leaders dans le marché en Europe et qui travaillent pour des gros fonds de la place. Je suis parti en 2008 pour une aventure sur des secteurs un petit peu différents. À l'époque, c'était l'avènement et l'émergence des énergies renouvelables et de la clean technology, ce qui était une sous-spécialité dans le capital risque, dans lequel l'Europe était assez bien positionnée. Je suis parti dans la banque d'investissement japonaise Nomura, qui avait une unité d'investissement et qui développait une stratégie dédiée au capital risque dans les secteurs de l'énergie, l'infrastructure, le transport, la mobilité, donc bien avant son heure. Ouais. Et là, j'ai pris de plein fouet la crise de 2008 et puis en 2010, la crise du secteur, en particulier des clean tech. Ouais. J'ai vraiment appris, c'était vraiment un baptême du feu pour moi. Ouais. Voilà, et je suis resté un certain nombre d'années et là, j'ai vraiment appris à gérer un portefeuille en temps de crise. Je suis parti en 2015, j'ai rejoint une société d'investissement dans les marchés privés qui est basée en Suisse et avec des implantations dans les différents centres financiers dans le monde, New York, Londres, Hong Kong, qui s'appelle Ace & Company, où je m'occupais en partie des investissements dans la stratégie de venture. Et là, on avait une stratégie beaucoup plus opportuniste, où on faisait aussi bien du early stage que des sociétés en développement. Ouais. Et là, j'ai investi pendant un certain nombre d'années dans un certain nombre de sociétés et à certains stades de développement. Ce qui m'a amené à partir maintenant une autre fois chez Promus et rejoindre Promus en septembre 2020. Et là, l'opportunité, c'était vraiment de développer la franchise de Promus en Europe, ouais, en partant d'un fonds basé ici au Luxembourg qui s'appelle Orbital Ventures et qui est spécialisé dans l'écosystème spatial et le New Space, qui touche beaucoup d'autres secteurs de la deep technology, qui sont les secteurs de prédilection de Promus depuis un certain nombre d'années maintenant. D'accord. Quels sont, juste pour finir sur cette carrière, quels sont tes enseignements et maintenant que nous sommes à nouveau un petit peu dans un début de crise, je dirais, quels sont les enseignements que tu tires de ces 17 années passées en VC et qu'est-ce qui t'a marqué dans l'évolution et la croissance de ce secteur ? Alors, je dirais le premier enseignement, c'est que c'est un métier de long terme. Il faut être déjà passionné par ce qu'on fait, mais aussi avoir un commitment à ce qu'on fait, puisque la feedback loop, comme on dit, dans le métier du venture est extrêmement longue. Surtout si on investit en early stage, ça prend en moyenne entre 7 ans et dans certains cas extrêmes 15 ans pour investir et désinvestir des sociétés de portefeuille. Donc ça, c'est le premier enseignement, entre guillemets. Le deuxième enseignement, c'est qu'il faut quand même avoir une certaine discipline et essayer de respecter cette discipline, qu'on soit dans des marchés qui sont dans des bonnes conditions de marché comme dans des mauvaises conditions de marché. Donc vraiment avoir une espèce de rectitude dans ce qu'on fait, être discipliné, ne pas trop s'emballer quand le marché va bien et ne pas désespérer quand le marché va mal. Ce qui amène après à aussi les fondements de l'investissement, de la construction de portefeuille. Il faut avoir la capacité à investir en dépit du cycle. Ne pas investir uniquement quand le marché est bon et ne pas investir du tout quand le marché n'est pas bon. Ouais. Puisque la performance se fait au cours des cycles. Ouais. La dernière chose que je pointerai, c'est qu'il y a, en tout cas dans ma spécialité qui est l'early stage, il y a vraiment une manière de construire un portefeuille et c'est une construction de portefeuille qui suit la Power Law, à savoir une minorité du portefeuille va générer la grande majorité de la performance. Donc il faut savoir prendre du risque, avoir de la conviction quand on prend ce risque-là et ne pas essayer de protéger le downside en tant qu'investisseur early stage, puisque c'est la meilleure manière de ne pas prendre suffisamment de risques et derrière de manquer les opportunités qui vont vraiment surperformer et retourner le fond. Top. Alors, on va rentrer dans le spatial, la space tech, la deep tech. Quand on parle de space tech, alors je dirais c'est un petit peu un mot à la mode. J'aimerais juste que tu clarifies de quelle verticale on parle et c'est quoi la distinction entre la space tech et la deep tech ? Alors,
d'un point de vue très basique, aujourd'hui, la Space Tech est classifiée comme un des sous-secteurs ou spécialités d'un plus grand domaine qui est le Deep Tech. Après, certaines sociétés qui font du Space Tech ne sont pas forcément des boîtes de Deep Tech. D'accord. Il y a beaucoup de boîtes de logiciels, de technologies logicielles par exemple, qui n'ont pas forcément recours au Deep Tech classique. Donc c'est un peu un secteur qui est à cheval entre le Deep Tech, et je dirais que la majorité du secteur pourrait être qualifié comme Deep Tech, puisque les sociétés travaillent sur des produits, des services, des solutions avec un très très fort contenu scientifique et technologique. Et d'autres sociétés sont plus en surface et vont exploiter l'infrastructure et les technologies qui ont été développées par d'autres sociétés. Ok, alors j'avais un petit peu abordé le sujet avec Charles Becbédé au sujet de Quantonation, qui est le fonds qui vient d'être levé par Audacia. Quand on parle de vertical ou de sous-vertical, est-ce que tu pourrais nous donner des typologies de boîtes? Est-ce qu'on va retrouver dans le hardware, les satellites? Est-ce que tu pourrais nous donner la constellation des typologies de sous-secteurs? C'est pas très clair ma question, mais tu vois le genre. Alors le Space Tech aujourd'hui, juste pour cadrer un peu les choses, c'est l'industrie spatiale, c'est une industrie aujourd'hui qui pèse à peu près 350 milliards de dollars. Avec une croissance qui est plus ou moins en ligne avec la croissance du PIB depuis un certain nombre d'années. Donc c'est une industrie où il n'y a pas eu énormément d'innovation jusqu'à il y a à peu près 20 ans, et vraiment l'arrivée de SpaceX qui a été un peu le nouvel entrant qui a un peu secoué le cocotier des acteurs historiques de l'industrie. Donc il faut vraiment penser au Space Tech comme une industrie en elle-même, donc une filière avec tout ce que ça comporte en termes d'acteurs à tous les niveaux de la chaîne. Si on regarde aujourd'hui le New Space et là où l'innovation se passe, je dirais qu'elle se passe un peu à tous les niveaux, mais qu'elle a tendance à être plus concentrée dans certaines parties de la chaîne de valeur. Donc SpaceX, qui était le nouvel entrant, eux, ils ont vraiment révolutionné toute l'industrie des lanceurs. On peut dire qu'aujourd'hui, l'industrie des lanceurs a été déjà innovée, entre guillemets. Il y a toujours un certain nombre de sociétés qui se lancent et qui veulent concurrencer SpaceX, mais c'est vrai que c'était vraiment la première vague d'innovation dans le Space Tech. Et aujourd'hui, on considère, en tout cas les professionnels de ce secteur considèrent que le lancement, c'est quelque chose dans lequel il risque d'y avoir moins d'innovation, de rupture dans un futur proche, en tout cas. Après, on travaille toujours sur des technologies complètement révolutionnaires qui peuvent avoir un impact à plus long terme. Donc ça, c'est un des secteurs qui a attiré beaucoup d'investissements sur les 15 dernières années, sur lesquels il y a encore pas mal d'investissements, mais qui est certainement la partie la plus mature du secteur du New Space. L'autre secteur dans lequel il y a eu beaucoup d'innovation, et il y a encore beaucoup d'innovation et beaucoup d'investissements, c'est dans tout ce qui est lié à l'observation de la Terre. Donc des sociétés donc les satellites. Qui veulent déployer des constellations de satellites avec des capteurs, ce qu'on appelle des payloads, qui sont toujours plus innovants pour mesurer avec un niveau de granularité toujours de plus en plus important des choses sur Terre. Et là, je dirais que le relais de croissance que ce marché est en train de trouver, c'est autour de l'environnement, le climat, l'assurance, puisque l'assurance, bien entendu, et tous les secteurs qui vont pouvoir bénéficier de ces avancées. D'accord. Et donc, on voit un certain nombre de sociétés intéressantes qui lèvent pas mal de capital, puisque c'est quelque chose qui est quand même relativement capitalistique, et qui essayent de développer ces nouvelles payloads et essayent de monétiser la donnée qui va résulter de ces payloads. Nous, la façon dont on approche
le space... Attends, juste pour revenir en arrière, excuse-moi. Est-ce que dans le Space Tech, on intègre aussi toutes les notions de mining au sens pas crypto, hein. Ouais. Mining, tourisme spatial, drone, etc. Ou est-ce que c'est encore autre chose ? Alors oui, sachant que toute la partie ressources, c'est quelque chose qui a du potentiel, mais qui a, je dirais, un horizon beaucoup plus lointain, puisque les technologies aujourd'hui n'y sont pas encore. Ouais. Donc il y a eu un certain nombre d'initiatives dans le passé qui n'ont pas forcément très bien marché, mais c'est effectivement quelque chose qu'on regarde avec attention, mais avec un horizon beaucoup plus lointain. Parfait. Alors, excuse-moi, je t'ai interrompu. Façon dont vous abordez ce secteur. La façon dont on approche le space, c'est vraiment comme de l'infrastructure. Ouais. On est en train de mettre une infrastructure en place dans le ciel. Et il y a vraiment deux grands segments. Si on veut segmenter un peu l'industrie, il y a deux grands segments. Le premier, c'est vraiment le space pour le space, à savoir construire et développer l'infrastructure qui va nous permettre de toujours aller plus loin dans l'exploration spatiale. Ouais. Donc ça, c'est la première chose. Donc c'est vraiment développer l'économie extraterrestre, entre guillemets, qui est une économie qu'on espère développer dans les années, les décennies qui viennent. Et la deuxième chose, c'est le space pour la Terre, et donc utiliser cette infrastructure. Et il y a une partie de l'infrastructure, notamment les constellations, toutes les capacités de lancement qu'on utilise pour les deux choses, que ce soit l'exploration, mais aussi avec des cas d'utilisation sur la Terre. Et là, c'est tout ce que j'ai mentionné dans ce qui a trait à l'observation de la Terre, et essayer de mesurer, de comprendre ce qui se passe sur Terre avec cette infrastructure qu'on a déployée dans le ciel. Top. Alors, dernière question pour aller un petit cran plus loin. Il y a beaucoup de partenariats dans d'autres verticales que la Space Tech, le spatial. Il y a beaucoup de partenariats avec des acteurs de l'ancien monde, je dirais. Est-ce que c'est le cas également ici avec Ariane ou SES ou des grosses sociétés, des grosses industries déjà en place ? Oui, absolument. Ces sociétés sont là et sont considérées comme les acteurs historiques du secteur. Comme n'importe quelle autre société dans n'importe quel autre secteur, il faut qu'elle prête attention à l'innovation et ce qui se passe dans le monde des startups. Dans le cadre du New Space et de l'aéronautique en général, je pense que, comme n'importe quel secteur très, très industriel, c'est vrai qu'ils ont été un peu plus lents à la détente quand il s'agit de prêter attention au monde de l'innovation. Ouais. Ceci étant dit, maintenant ils se sont un peu réveillés et ils rentrent dans des partenariats, toujours aussi dans le cadre, très souvent, pas toujours, mais dans le cadre aussi des programmes spatiaux au niveau national ou au niveau supranational, comme on peut avoir ici en Europe avec l'Agence spatiale européenne, pour créer cet écosystème, collaborer, rentrer en partenariat avec des startups et essayer de faire avancer la cause commune ensemble pour vraiment faire en sorte que, et là je me réfère au secteur en Europe, puisque un des côtés intéressants et peut-être un peu spécial de l'espace, comme d'autres secteurs d'ailleurs, c'est que c'est devenu, et ça va devenir encore plus, un secteur hautement stratégique pour les États-nations et pour les régions dans le monde. Et ça donc, se voit déjà aujourd'hui. Hein. Voilà. Et étant donné la situation géopolitique actuelle, je pense qu'il y a une réalisation encore plus importante que ces dernières années de l'importance stratégique du secteur et de la filière. Top. Alors, il y a quand même pas mal de challenges. Tu l'as évoqué tout à l'heure, l'histoire de la taille des tours, qui doit être beaucoup plus forte, beaucoup plus importante que sur d'autres types de secteurs dans la tech. Est-ce que tu pourrais nous donner quelques challenges, on va dire, additionnels que doivent relever ces startups ? Je pense aussi à l'écologie, par exemple. Est-ce que tu pourrais nous en citer quelques-uns comme ça ? Bien sûr. Alors, comme n'importe quelle société de deep tech qui développe de la technologie de rupture, on a vraiment les mêmes problèmes de faire passer une technologie du laboratoire
et derrière la scaler. Et en plus de ça, l'autre challenge principal des sociétés dans la filière spatiale, c'est de les déployer. C'est extrêmement compliqué de déployer. Il y a beaucoup de choses qui peuvent mal se passer lors du déploiement de ces technologies et de cette infrastructure. Et donc, c'est toujours quelque chose très, très important et vraiment au cœur de la façon dont ces sociétés sont gérées et se développent. Bien entendu, comme c'est un secteur où il y a beaucoup d'innovation et on essaie de scaler, déployer de l'innovation de rupture dans certains cas, c'est quelque chose qui peut être très capitalistique. Ouais. Et c'est là où on a besoin de l'implication des acteurs privés comme nous, mais aussi des acteurs publics, que ce soit par l'intermédiaire des gouvernements ou alors des agences spatiales nationales ou supranationales. Ouais. Et l'écologie, est-ce que c'est pas un sujet qui revient, parce que voilà, il y a quand même il y a eu beaucoup d'articles qui ont été rédigés ces dernières années sur la pollution de l'atmosphère. Est-ce que c'est des sujets que doivent prendre encore plus en considération ces sociétés depuis ces 10 dernières années ? Absolument. Je dirais la principale préoccupation des sociétés dans le secteur en ce qui concerne tout ce qui va être pérennité et durabilité de leur modèle, c'est la pollution dans l'atmosphère et notamment en low Earth orbit, donc en orbite basse, où on a déployé des milliers de satellites sur ces dernières années et on va continuer de déployer et augmenter le nombre de satellites qui vont être déployés. Et ça crée une certaine pollution en orbite basse. Donc aujourd'hui, beaucoup de sociétés dans le spatial ont une stratégie pour gérer et pour composer avec cette pollution en orbite basse. Et il y a toute une filière qui est en train de se développer pour aider justement à gérer. Alors pas forcément nettoyer. Comptabiliser, tu m'avais parlé il y a quelques mois d'une boîte qui faisait ça, qui comptabilisait les déchets. Voilà, comptabiliser, savoir où ils sont, calculer les trajectoires pour faire en sorte que les satellites qui sont en orbite et les satellites qui vont être déployés dans le futur ne rentrent pas en collision avec des déchets, puisque chaque collision crée encore beaucoup d'autres déchets. Donc c'est ça qu'on ne veut pas créer, c'est cette situation qu'on ne veut pas créer. Après, d'un point de vue plus global, l'infrastructure qui est déployée dans l'espace est une des grandes réponses au challenge qu'on a ici sur la Terre, puisque les constellations qu'on a déployées, qu'on va déployer dans le futur, vont permettre de mesurer ce qui se passe sur Terre à tous les niveaux, que ce soit les niveaux de température, que ce soit la pollution atmosphérique, les niveaux des cours d'eau, les niveaux de la mer et un certain nombre de choses. Donc, aujourd'hui, on voit beaucoup de sociétés de New Space, notamment dans les constellations, que ce soit dans l'observation de la Terre ou en remote sensing, qui se positionnent sur cette tendance ESG et climat et qui cherchent à vendre de la donnée qui, derrière, va être exploitée dans un certain nombre de secteurs. D'ailleurs, dans tous les secteurs, que ce soit l'agriculture, l'assurance, la construction, la finance, l'énergie, et j'en passe. Donc, l'espace fait vraiment partie de la solution quand on essaie d'aller déployer cette infrastructure qui va nous aider à lutter contre le réchauffement climatique et la pollution. Ok, alors un point que je trouvais intéressant aussi, c'était, je te tire les verres du nez, j'ai vraiment ce sentiment-là, la réglementation dans le space. Il y a eu quelques années, j'avais un petit peu étudié le sujet et il y avait tout ce qui était notion de propriété, qui est un des éléments. Est-ce que tu pourrais nous donner quand même quelques éléments de compréhension sur la réglementation dans le space et ce à quoi doivent se conformer, outre tout ce qui est bien sûr sécurité, je n'en doute pas. Est-ce qu'il y a d'autres réglementations auxquelles on ne pense pas, justement sur cette histoire de notion de propriété ? Alors sur la notion de propriété, il y a effectivement des gouvernements, notamment le gouvernement du Luxembourg, qui a été vraiment un des pionniers sur la question, qui ont effectivement mis en place un environnement réglementaire autour des ressources extraterrestres
Après, c'est vrai que c'est un environnement qui est réglementaire, qui est en mutation devenir. constante et en devenir. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, comme on n'est pas encore on est allé sur la Lune, mais on n'a pas encore développé un certain nombre d'infrastructures spatiales sur la Lune. On n'en est pas encore à se disputer sur qui possède quoi et à qui ça appartient. Ouais. Mais c'est vrai qu'on commence à voir un certain nombre de choses dans la presse, notamment récemment, où on suppose que les Chinois veulent s'accaparer une partie des ressources lunaires. Et c'est vrai que ça va être un sujet qui va devenir d'actualité, qui est déjà plus ou moins d'actualité, mais qui va devenir de plus en plus d'actualité dans les années et les décennies à venir. D'accord, parfait. Alors vous êtes investisseur chez Promus Ventures, donc spécialisé. Il y a d'autres investisseurs, d'ailleurs, avec qui vous avez investi sur, on reviendra un petit peu après, comme Speed Invest ou Cherry Ventures. Vous êtes nombreux spécialisés dans le space ou... Par rapport à d'autres secteurs, on n'est pas nombreux. Aujourd'hui, je dirais qu'il y a quelques douzaines d'investisseurs qui sont plus ou moins spécialisés dans le secteur. Souvent des investisseurs de deep tech qui, par extension, vont déployer entre 5 et 25% de leur portefeuille dans des sociétés du New Space. Je dirais la tendance qui a été intéressante au cours des dernières années, c'est l'entrée d'investisseurs généralistes dans le secteur. Ouais. Comme Speed Invest. Comme Speed Invest, comme Cherry, et à des niveaux, dans des sociétés plus late stage, on peut même voir des investisseurs de type Fidelity, Tiger, etc., qui aussi ont investi dans le secteur. Donc je dirais que c'est une tendance qu'on a vu se développer au cours des 2-3 dernières années, alors qui bien entendu était aussi en ligne avec l'explosion du marché du venture et de la tech en général. Ceci étant dit, c'est des acteurs qu'on voit encore à regarder certaines sociétés de portefeuille, ou même on regarde des choses ensemble, et qui ont un certain commitment au secteur, puisque ils apprécient le potentiel de l'industrie qui va passer de 340-350 milliards de dollars, comme je l'ai dit tout à l'heure, à 1 trilliard de dollars sur les 15 à 20 prochaines années, selon les différents organismes de recherche qui étudient le secteur. Merci Pierre, c'était super intéressant. Je vois le temps qui file et j'aimerais qu'on parle de Promus Ventures. Donc c'est un fonds à la base, enfin un investisseur qui est basé aux US, qui n'était pas présent encore en Europe et qui a donc décidé de lancer ce bras armé Orbital Ventures, qui est basé donc depuis le Luxembourg, mais qui gravite dans tout l'écosystème européen. Est-ce que tu pourrais brièvement nous présenter Promus ? Bien sûr. Donc Promus, effectivement, à ses origines aux États-Unis, a été fondé il y a 10 ans et la thèse de base, c'était la constatation et la prédiction que la donnée allait être très très importante dans l'innovation de rupture dans le futur, que ce soit l'acquisition, le traitement, l'interprétation de ces données-là. Et ce qui a amené Promus à investir et se concentrer très rapidement sur des secteurs où la donnée est très importante. Donc l'espace, puisque l'espace, encore une fois, est un mécanisme ou une infrastructure qui permet de capturer, donc d'acquérir des données et derrière d'en faire quelque chose, mais aussi d'autres secteurs comme la robotique, tout ce qui est automatisation et intelligence artificielle. Et je dirais aujourd'hui que ce sont un peu les 3 piliers au travers desquels on investit. Et vous êtes combien au total ? On est 7 personnes dans l'équipe aujourd'hui, on est 3 associés et 4 personnes en support et en investissement. Et au global, vous gérez combien ? Globalement, on gère plusieurs centaines de millions de dollars. D'accord. On ne communique pas trop sur nos fonds. On a une taille de fonds ici au Luxembourg à 120 millions d'euros. Avec des super LPs ? Voilà, avec des LPs publics, privés, très institutionnels et qui comprennent
et qui apprécient notre vue du monde et notre thèse d'investissement. Pourquoi vous êtes venu au Luxembourg et pas en France ou en Allemagne où il y a quand même une activité VC assez développée ? C'était en fait le fonds qu'on gère ici au Luxembourg était à l'initiative des acteurs institutionnels ici au Luxembourg, que ce soit le gouvernement, l'agence spatiale et d'autres investisseurs du privé, d'autres acteurs du privé qui voulaient vraiment insuffler une dimension capitalistique dans leurs efforts de promotion de l'écosystème spatial au Luxembourg, qui, comme tu le sais peut-être, est une industrie sur laquelle le Luxembourg a beaucoup misé sur les 40 dernières années, avec le développement de SES et puis avec tout cet environnement réglementaire. Non, SES, c'est quand même, faut le visiter. Je ne sais pas si tu l'as déjà visité, mais c'est assez épatant. C'est donc toute une activité de lancement de satellites qui orchestre des centaines de lancements de satellites depuis sa création. Oui, absolument. C'est une réussite industrielle assez impressionnante et méconnue. Parfait. Alors, le fonds a été en partie déployé. Il y a quelques sociétés dont j'aurais aimé qu'on parle, comme The Exploration Company et Fernride. Vous avez l'idée à chaque fois le tour. Est-ce que tu pourrais revenir sur ces deux boîtes ? Et en fait, ce qui m'intéresserait, c'est qu'au travers des présentations que tu fais de ces sociétés, tu nous expliques un petit peu de quelle manière vous les accompagnez concrètement. Absolument. Alors, juste pour commencer, The Exploration Company, c'est une société européenne. Et pourquoi c'est important de citer que c'est européenne ? Puisqu'il y a vraiment une dimension, comme je le disais tout à l'heure, une dimension très, très stratégique dans ce qu'ils font. C'est une société qui a été fondée par Hélène Huby, qui avant gérait le programme Orion, ISM, donc le module de service européen dans la mission lunaire Artemis de la NASA. Et donc Airbus était le sous-traitant de l'Agence spatiale européenne dans ce contexte-là et développait un véhicule spatial. Et donc Hélène s'occupait du développement de ce véhicule qui est, comme tu peux te l'imaginer, un projet industriel de très grande ampleur avec plusieurs centaines d'ingénieurs. J'imagine. Chez Airbus, plusieurs milliers de sous-traitants et des milliards d'euros de taille de contrat sur une mission lunaire Artemis qui se chiffre en dizaines de milliards. D'accord. Donc après un certain nombre d'années chez Airbus, Hélène a décidé d'utiliser cette connaissance et cette expertise qu'elle a développée chez Airbus pour aller entreprendre dans le secteur. Et donc ce que fait The Exploration Company, c'est un véhicule spatial qui va être réutilisable à très bas coût. En tout cas, c'est l'ambition d'avoir un coût qui va être une fraction de la concurrence et qui derrière va pouvoir permettre de faire un certain nombre de choses en orbite basse, tout d'abord. Donc déjà d'aller ravitailler et d'aller pouvoir offrir un certain nombre de services de transport, mais pas uniquement aux stations spatiales, puisque les stations spatiales, aujourd'hui, on a l'ISS, mais l'ISS va être retiré à la fin des années 2020. Et il y a un certain nombre d'initiatives privées, au moins 6 initiatives très concrètes et très sérieuses sur les années qui viennent. Donc ça, c'est le premier volet de ce que va faire The Exploration Company. Et la vision à plus long terme, c'est de pouvoir offrir du cargo et du transport pour tout ce qui va être mission lunaire. C'est génial. Donc c'est un projet très ambitieux, certainement le projet qu'on a vu, nous, en Europe, le plus ambitieux, et qui s'inscrit vraiment dans ce que veut faire l'Agence spatiale européenne et les différents gouvernements. Donc pourquoi c'est important ? Puisqu'il va nous falloir le support de ces institutions, en tout cas dans un premier temps. Il y a un volet, bien entendu, mission publique, mais il y a un volet très très important sur tout ce qui va être privé, puisque la mission première de The Exploration Company, c'est de démocratiser l'accès à l'espace. D'accord. Que ce soit pour la sphère publique, mais aussi la sphère privée, à des sociétés qui ont rien à voir avec l'espace, mais qui aimeraient bénéficier d'un accès à moindre coût à l'espace pour faire un certain nombre de choses. Comme le tourisme. En orbite.
Le Pas tourisme, le human spaceflight, pas forcément pour du tourisme, mais peut-être du tourisme, Ouais. mais aussi tout ce qui va être expérience en microgravité, D'accord. qui est un marché potentiel très très important et qui intéresse beaucoup d'acteurs, notamment dans la pharmacie, dans la chimie, dans tout ce qui est matériaux, dans les semi-conducteurs, et qui pourrait devenir une industrie très très importante dans les années à venir. Comment on source ce type de deal ? Est-ce que toi, parce que tu as des connexions avec... comment est-ce que cette personne-là, Hélène, dont tu parles, tu l'as rencontrée ? Alors là, c'était vraiment de la relation et on a vraiment investi dans l'équipe. Ouais. On investit toujours dans les équipes, mais c'est vrai que dans un projet comme ça où on parle on a des horizons d'investissement à quand même plus long terme que dans certaines autres sociétés. C'est vraiment dans l'équipe et je connaissais Hélène avant et c'est vrai qu'elle m'a fait part un peu de ses projets de quitter Airbus et de monter quelque chose et j'étais un des premiers à sauter sur l'occasion puisque j'avais vraiment une fascination pour ce qu'elle avait fait et un respect immense pour ce qu'elle avait fait chez Airbus et aussi sa connectivité dans l'industrie spatiale, que ce soit en Europe mais aussi aux États-Unis où elle connaît tous les acteurs. Donc ça, c'était un premier tour, c'était du seed ? C'était un tour de seed, ouais. C'était le premier chèque de capital institutionnel dans la société. C'était combien le tour ? C'était à peu près 6 millions d'euros. D'accord. Quand tu investis dans des boîtes comme ça, tu es vraiment parti pour investir sur le long terme. Donc vous allez réabonder après aux différents tours ? Oui, absolument, c'est l'objectif. Ouais. On l'a déjà fait et puis on va le faire dans le futur. Comment est-ce que concrètement tu accompagnes, parce qu'on dit, enfin voilà, il y a un certain nombre de VC quand même qui se positionnent comme un sparring partner de l'investi. Quel type concrètement de support vous apportez-vous chez Promus à des boîtes comme celle-là ? Alors sur ce cas spécifique, je pense qu'on les aide sur plusieurs plans. Le premier plan, c'est que nous aussi, on a quand même une certaine connectivité dans l'industrie puisqu'on a investi dans plusieurs dizaines de sociétés qui ont trait au spatial de près ou de loin depuis maintenant bientôt 10 ans. Donc c'est vrai qu'on est quand même relativement bien connecté. Donc on peut l'aider sur ses partenariats, puisque l'industrie spatiale est quand même très très friande de partenariats, puisque c'est un écosystème dans lequel il y a beaucoup d'entraide et on a vraiment besoin des autres participants dans cet écosystème. On l'aide aussi sur des problématiques de recrutement. Et identifier du talent dans les différentes sociétés qu'on connaît et dans l'écosystème d'une manière plus générale. Et on l'identifie aussi, alors nous spécifiquement, étant donné notre ADN américain, on l'identifie aussi pour aller parler à des investisseurs américains et un peu la mettre sur le radar des investisseurs américains qui investissent et participent dans ce secteur. D'accord. Alors, il y avait une autre boîte dont tu as parlé qui est Recycleye. Je ne sais pas si je prononce bien. Recycleye. Ouais. Qui est celle qui identifie les déchets spatiaux et calcule, etc. Mais il y en a une autre dont tu m'avais parlé aussi et que je te propose de nous décrire, c'est Fernride. C'est une série A dans laquelle vous avez investi. Oui, c'est une série A dans laquelle on a investi avec d'autres investisseurs plutôt dans la région Allemagne-Autriche. Fernride, c'est une société qui est active dans tout ce qui est automatisation du transport et de la logistique. Beaucoup de sociétés travaillent sur... Et pas que dans le space. Eux, ils étaient... Non, alors eux, c'est sur la Terre, mais effectivement, le lien avec l'espace, c'est qu'ils utilisent des technologies spatiales. Donc c'est un peu le lien avec ce que je faisais, le commentaire que je faisais sur toute cette technologie spatiale qui a des applications sur Terre. Dans le cas particulier de Fernride, ils utilisent donc tout ce qui va être positionnement, navigation et timing, qui sont des technologies spatiales, le GPS, qui en est l'exemple le plus connu. Ouais. Et l'autre dimension spatiale dans une société comme Fernride, c'est tout ce qui est au niveau des communications, puisqu'ils utilisent de la communication cellulaire aujourd'hui, mais ont en projet d'utiliser de la communication satellitaire potentielle en termes de redondance dans les systèmes. Ce que fait Fernride, c'est qu'ils font de la téléopération, à savoir ils permettent à des opérateurs à distance de piloter, dans leur cas particulier,
des camions sur des plateformes logistiques. Donc soit des plateformes de production, donc ils travaillent par exemple avec Volkswagen à leur usine, sur leur usine de Wolfsburg, pour vraiment téléopérer ces camions qui vont transporter des palettes et d'autres composants. Ils travaillent aussi sur des plateformes logistiques, donc par exemple avec DB Schenker, qui est la filiale logistique des réseaux ferrés allemands, qui est une très grosse société de logistique, en tout cas en Allemagne et même dans le monde. Donc là, ils les aident à téléopérer leurs véhicules sur leur plateforme logistique et aussi sur les terminals de conteneurs dans les ports. D'accord. Et donc l'objectif, c'est vraiment de développer toute la technologie, que ce soit aussi bien en software et en hardware. Et sur le hardware, ils travaillent avec des fabricants de camions et aussi des fabricants de remorques. Pour rendre ces véhicules prêts à pouvoir être téléopérés. Et donc eux derrière, ils travaillent sur toute la couche software qui va permettre de faire ça. Donc eux, ils se branchent vraiment sur toute cette tendance à l'automatisation, remplacer les humains par des machines. Alors dans leur cas, il va toujours y avoir des humains, mais c'est un pas vers l'automatisation complète de ces systèmes-là. Et c'est toujours la robotique et l'automatisation est toujours quelque chose d'un peu controversé et polémique, puisque on va remplacer l'humain. Le problème qu'on rencontre aujourd'hui, c'est qu'on n'arrive même pas à trouver la main-d'œuvre. Donc en fait, il y a des très gros problèmes de main-d'œuvre dans les secteurs comme la logistique ou la construction. Et c'est là où on voit beaucoup de potentiel, et l'industrie aussi. Et c'est là où on voit beaucoup de potentiel pour l'automatisation et remplacer ces travailleurs par des machines. Quel est l'intérêt pour eux d'aller solliciter des fonds de capital risque ? Pourquoi est-ce qu'ils ne se financent pas par de la dette, par exemple ? Alors aujourd'hui, ils en sont encore dans le développement technologique. D'accord. Donc ils n'ont pas recours à la dette. Enfin, ils ont recours à la dette, la venture debt, comme on appelle ça dans le capital risque, mais pas encore de la dette pour aller financer de l'infrastructure. Mais ce qui est le futur de ce genre de société, s'ils choisissent de devenir un fournisseur de solutions complètes de transport. D'accord. Parfait. C'est quoi vos prochaines étapes chez Promus Ventures ? Les prochaines étapes, c'est de continuer de déployer le fonds, de continuer d'aider nos sociétés de portefeuille, de continuer d'essayer de nous faire connaître en tant qu'investisseur de référence dans l'espace et la deep tech en Europe et au-delà. Oui. Et puis derrière, d'aller lever le prochain fonds et de continuer de construire la franchise et la plateforme. Parfait. Prochain fonds, ce sera quoi comme type de fonds ? Ce sera un fonds. On est en train de travailler dessus, donc ça reste assez embryonnaire. C'est un secret ? Non, c'est pas un secret, mais on est en train de réfléchir à la taille, la spécialisation sectorielle. Ce sera un fonds qui va continuer de capitaliser sur nos forces, à savoir les 10 ans qu'on vient de passer à investir dans les secteurs dont on vient de parler. Top. Quel livre sur l'espace tu nous recommanderais ? Ou podcast ? Spécifiquement sur l'espace. Ah non, écoute, ça peut être autre chose. Non, mais feel free. Alors, livre, je lis une biographie de John von Neumann, qui était un mathématicien, physicien, un des contributeurs principaux des premiers dans la conception et la construction des premiers ordinateurs, donc un polymath, comme on appelle ça, et qui est assez fascinante. Il a participé notamment au Manhattan Project, un certain nombre d'autres choses. Donc c'est une biographie qui est très intéressante, qui s'appelle The Man from the Future. Mm-hmm. Et en termes de podcast, alors pour les gens intéressés dans l'histoire, j'écoute le podcast Ties of History qui raconte et prend certaines périodes historiques et les raconte en détail et a une tendance un style à dramatiser ces événements avec de la musique et tout ça, donc c'est assez intéressant. Et sur la philosophie, j'écoute Philosophize Death, qui fait un peu la même chose, qui vulgarise des idées, des courants philosophiques.
dans des podcasts de 25 minutes, une demi-heure, qui est assez intéressant. Puis après, j'écoute tout un tas de podcasts business, FinScale, entre autres. Et un certain nombre de choses. Mais bon, là, je pense que nos auditeurs en écoutent déjà, donc ils savent, ils ont déjà leur podcast préféré. Ça marche. Pierre, merci beaucoup. Merci Solène. J'ai hâte qu'on déjeune. Moi aussi. Allez, à bientôt. Merci, bon été, à bientôt. Merci à tous pour votre écoute. Je suis ravie d'avoir partagé ce moment avec vous. N'hésitez pas à me contacter sur Twitter ou LinkedIn pour me faire part de vos commentaires ou de vos réactions. Et je compte sur vous pour noter cet épisode sur vos plateformes de podcast préférées. À la semaine prochaine.